Mes chers abonnés, aujourd'hui on est rassemblés pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera sur un sujet que j'aime beaucoup et qui je pense va vous étonner parce qu'on n'en a pas parlé souvent dans cette chaîne, la musique. Mais pas n'importe quel genre de musique. Un genre de musique qui va vous étonner, qui est propre à mon identité. C'est le genre qui est propre à mon pseudo. Et non, c'est pas le Nintendo Core, c'est pas la musique country, non. C'est la funk. Et s'il y a bien un artiste de funk que j'adore, qui me tient à cœur et qui je me sens proche, c'est Prince. Il est né le même jour que moi, le 7 juin. Son signe astrologique, c'est Gémeaux. D'ailleurs, Kanye West, il est né le 6 juin et donc du coup, son signe astrologique, c'est Gémeaux. Et ça tombe bien, j'adore Kanye West aussi. J'avais vu un article une fois qui disait que tous les Gémeaux étaient tous des génies. Personnellement, je suis assez d'accord avec ce constat-là, quoi. Quoi? Ah oui, la vidéo, on va parler de Prince. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes artistes de musique préférés, si ce n'est mon artiste préféré. Je parle bien sûr de Prince. Et plutôt que de vous faire une biographie de sa vie chiante et ennuyante, pour ça vous n'avez qu'à aller sur Wikipédia. Bonjour à tous. Nous allons plutôt nous intéresser à sa carrière à travers 5 points conflictuels culminants dans sa vie d'artiste. En effet, à travers sa vie en tant que célébrité, mais surtout en tant que musicien, Prince aura été en opposition constante face à une industrie musicale toujours plus avare et toujours plus perverse. Et c'est ce que l'on va voir pendant cette petite vidéo. Alors comme tous les débuts de carrière d'artiste ultra stylé, Prince va se faire repérer par un mec plutôt bien placé, ici monsieur Owen Husney, travaillant pour le label musical Warner Bros Records, et comme tous les repérages de début de carrière d'artiste ultra stylé, le monsieur va proposer à notre jeune Prince fringant, âgé seulement de 17 ans à l'époque, de signer un contrat pour enregistrer plusieurs albums pour la Warner. Seulement là, dès le début, le conflit commence. Ok, alors que je vois que t'es hyper passionné par la musique, et du coup, je te propose d'enregistrer des albums pour mon super label, la Warner. Je sais pas si tu connais. Ouais, je connais, ouais. Alors, ça te botte un max, non? Ouais, par contre, juste un truc. Oui. Je vais faire le disque tout seul, sans l'aide de personne. La production, la composition, l'enregistrement, je vais tout faire tout seul. Non, parce qu'on a plein de musiciens qui pourraient t'aider à enregistrer ton disque. Tout seul. Et c'est comme ça que notre Prince va publier dans l'année plus tard son premier disque, For You, qui va dessiner petit à petit le style de l'artiste et qui sera donc produit entièrement par Prince lui-même. Bon, malheureusement, le disque ne remportera pas un succès de fou furieux, mais cela ne va pas décourager notre Prince qui va continuer son contrat avec Warner et publier l'année suivante un nouvel album avec un de ses premiers gros tubes, I Wanna Be Your Lover, qui va faire connaître pour la première fois l'artiste et va lui permettre de gagner une certaine renommée pour la suite de sa carrière. D'ailleurs, dorénavant, à partir du premier album et jusqu'à son dernier à ce jour, Prince aura produit l'intégralité de tous ses disques, cédant à quelques occasions seulement de quelques musiciens tierces, comme par exemple pour son album de 2001 The Rainbow Children, qui a adopté un son plus jazzy. Très vite donc, Prince va atteindre une certaine notoriété dans la scène musicale de l'époque. Son album 1999 se vend extrêmement bien et est porté par des giga méga tubes. On pourrait alors se dire que pour l'artiste c'est le point culminant de sa carrière et qu'il s'en arrêterait là, mais c'était mal connaître notre Prince. En effet, rapidement, en 1984, le monsieur veut se lancer dans quelque chose de plus grand, un film musical. On rappelle que à ce moment-là, Prince n'a que 6 ans de carrière derrière lui, alors naturellement, Warner est très frileux au projet et lui lâche un gros non. Mais le monsieur insiste et pose un ultimatum à Warner. S'il ne fait pas l'affiche d'un film, il ne renouvellera pas son contrat chez eux. Warner alors se sent bien obligé, conscient du talent qui pourrait être gâché, de dire oui, et c'est ainsi que l'aventure Purple Rain commence. Purple Rain, bien qu'étant un projet sur lequel Prince travaille énormément, notamment sur l'excellente et cultissime soundtrack qui donnera l'un de ses albums les plus cultes, ne sera ni écrit ni réalisé par Prince, la faute à Warner ne faisant pas assez confiance en son prodige pour lui laisser la tête d'un projet cinématographique. Mais bon, on parle de Prince alors. L'énorme succès de Purple Rain fera vite changer d'avis Warner sur la capacité à Prince de gérer un film, et ainsi dans les années suivantes, Prince sera derrière 2 autres films écrits, réalisés et composés par lui, Under the Cherry Moon sur lequel apparaît le morceau légendaire Kiss, et Graffiti Bridge, 2 films sortis en 4 ans. Et puisqu'on est à parler de cinéma, 1989 marque l'arrivée d'un film pas très connu, Batman de Tim Burton. Oui, c'est un film qui est un petit peu connu du coup. Et c'est monsieur Tim Burton lui-même qui va proposer à Prince de composer 2 morceaux pour son film.
Mais bon, on parle de Prince, donc... Le mec va composer un album entier pensé comme une soundtrack du film, et bien que la BO de Danny Elfman est responsable du thème le plus culte de la chauve-souris, l'album de Prince va quand même faire double disque de platine aux USA et disque de platine et or dans le monde entier. Ah oui, je sais que là c'était pas trop une phase de conflit, mais en fait, je voulais juste mettre cette partie pour insister sur le fait que Prince, pour les gens qui étaient pas encore convaincus dans la salle, c'est un putain de génie, bordel de merde! Alors si on fait un résumé des années 80 pour Prince, en gros ça fait succès, 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 succès. Et si on voit ça selon la phase de Prince, c'est plutôt génial car ça lui offre une confiance de fou pour faire tout un tas de projets de folie. Mais maintenant si on voit ça selon la phase de Warner Bros, c'est plutôt pas mal aussi. Ils ont une poule aux odeurs qui ne fait que ramasser un max de thunes et qui a un petit électron libre qui n'a pas besoin de grande aide pour se faire superviser. Et là pour Prince, le contrat le liant avec la Warner devient de plus en plus étouffant pour sa liberté créatrice. De part parce qu'il se fait souvent censurer ou retirer des morceaux de ses projets par le label, mais aussi à plusieurs reprises il va se prendre des petits coups de pute dans son dos, comme le fait qu'on lui a enlevé des morceaux sur la sortie européenne de 1999, ou alors qu'on va lui refuser la sortie d'un triple album, Crystal Ball, jugé trop risqué et rapetissé pour devenir le culte album Sign of the Time. Bref, toutes ces raisons rendent Prince de plus en plus zinzin, et c'est en 1992 que les choses vont devenir compliquées pour Prince, puisqu'il va signer. Bon, alors pour résumer grossièrement, on parle là d'un contrat à 100 millions de dollars qui indique plein de prérogatives compliquées que l'on va résumer simplement. En gros, Prince doit enregistrer 6 albums à Warner, chacun de ces albums sont financés par une avance de 10 millions de dollars de la part de Warner, et chacun de ces albums doit faire au minima 5 millions de dollars en vente. Et aussi, si un album fait moins de 5 millions de dollars de vente, alors l'album qui sortira après devra rembourser les dettes de l'album précédent. Pour résumer, si Prince sort un album A qui fait 3 millions de ventes par exemple au lieu de 5 demandés, alors le prochain devra en faire 7 pour rattraper les 2 millions restants de l'album d'avant. Autant le dire simplement, ce contrat est une énorme douille pour la personnalité artistique qu'est Prince, car cela le force à sortir constamment de la musique pour être sûr de rembourser ses dettes. Et hélas, à ce moment-là, Prince il a bien besoin de sous pour financer ses projets musicaux. Il se donne malheureusement de signer et alors... les ennuis commencent. Et alors qu'on pourrait se dire que Prince va suivre bêtement les directives données par son label, il va troller la Warner en sortant le Love Symbol album, qui officiellement a un nom imprononçable qui donne... Alors... Zazazaza. Bon alors évidemment le fait d'adopter un nom d'album aussi clacos va faire que l'album va sacrément bider en termes de vente, et Prince va rentrer en révolte contre la Warner en portant un tatouage slave, esclave en français, à toutes ses apparitions publiques, et son sabotage artistique au sein de la Warner va continuer puisque désormais il va changer son nom de scène et sortir ses albums sous le nom Zazazaza. Et c'est là qu'on rentre dans la période un peu morte de Prince. Ces 5 albums où en vrai dans le tas il y en a que 2 que je trouve vraiment très bons aujourd'hui, et le reste ça oscille entre je fais ça parce que j'ai un flingue sur la trempe à LED et je fais ça juste pour me débarrasser de ce foutu contrat. Et ce foutu contrat, Prince va s'en débarrasser en 1996 où il va sortir l'album Emancipation. Ah oui, et c'était un projet qui durait plus de 3 heures. Et l'artiste va continuer à sortir des projets qui, cette fois, lui tiennent à cœur en indépendant. Par exemple, en 1999, il va enfin sortir son projet Crystal Ball, refusé par la Warner 10 ans plus tôt. Ou alors, juste des albums à droite à gauche chez différents labels. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'on a souvent tendance à mettre cette partie-là un peu de côté dans la carrière de Prince, alors que je pense sincèrement qu'il est rempli de très bons albums et que c'est même un meilleur moment de sa carrière que les années 90 qui étaient hyper bordéliques en fait. Les années 2000 étant bien là, Prince est à nouveau libre de faire sa petite vie, mais un nouveau ennemi va apparaître sur son chemin. Et cet ennemi, c'est Internet. Alors, après le combat épique qu'était celui contre Warner, Prince a eu un énorme chat à fouetter, et c'était Internet. Comprenez que pendant toute sa carrière, Prince a toujours voulu garder le contrôle sur sa carrière. Or, s'il y a bien un endroit où c'est dur de garder le contrôle sur quoi que ce soit, c'est bien Internet. Et pour l'artiste, voir des fans poster ses clips sans son autorisation, ou poster des vidéos de lui en concert filmés avec leur téléphone portable, c'était une atteinte à son image, et ça a déclenché une haine profonde en lui pour Internet. Ainsi, en 2007, Prince décida de mettre en procès YouTube. Oui, chose qui échoua lamentablement parce que...
Bah c'est YouTube quoi. Mais cela ne l'empêcha pas de supprimer à tout va le contenu non autorisé de lui sur YouTube. Ainsi, utiliser un extrait de une de ses musiques sans autorisation pouvait résulter en un Oh mon dieu, c'est le fantôme de Prince. Et en 2014, Prince réclama à 22 utilisateurs de Facebook qui avaient partagé un de ses concerts illégalement $1 million chacun pour atteindre ses droits encore une fois. Et même si ce comportement peut le faire passer pour un tyran, bah en vrai ça se comprend. Le mec a passé une décennie à se battre contre une industrie musicale qui contrôlait sans son accord son image, et le fait de voir qu'un réseau comme Internet qui de prime abord était censé être une alternative à tout ceci, et qui devena par la suite un outil contrôlé par cette même industrie, le dégoûta profondément. A tel point qu'en 2015, il supprima de toutes les plateformes de streaming ses albums de musique pour la simple et bonne raison que les mêmes plateformes de streaming, elles rapportaient plus d'argent aux gros labels de musique que les artistes eux-mêmes. Ce qui en soi est une raison qui encore aujourd'hui est totalement actuelle et qui est totalement valable. Donc ouais, Prince aura pendant toute sa vie eu une carrière musicale remplie d'obstacles à faire face, mais avec toujours comme maître mot la liberté et l'amour de l'art avec un grand A madame, qu'il voit comme quelque chose de très positif pour son créateur. Toute sa discographie témoigne de cet amour pour la musique tant chaque projet, même les plus mauvais en soi, était quand même fait avec une certaine passion et une certaine envie de faire ce qu'il entendait en fait selon son auteur. C'est assez rare je trouve cette sorte d'enthousiasme créatif qui animait Prince sur chacun de ses projets. Le fait de faire ce que l'on veut, même des trucs ultra discutables, juste pour le fait de le faire, et juste parce qu'on en a envie et qu'on a envie d'essayer. Et c'est pour ça que je vous encourage à tous et toutes d'aller écouter ce qu'a fait Prince dans sa carrière, parce que c'est hyper passionnant et que c'est ultra funky à écouter. Enfin, ça va être hyper compliqué vu qu'ils ont tout supprimé. Ah non, mais ils ont tout remis en fait quand il est mort. Attends, il est mort là? Oui, il est mort en 2016, ça fait 5 ans là. Hein? Attends, mais... Mais c'est chaud. Ouais. Ah!